D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Mohamed Saïd Chaher vient d'intégrer, il y a presque un an, la galerie parisienne de rayonnement international Afikaris. L'autodidacte, né en 1989 à Tanger, au Marchane, franchit ainsi une étape notoire dans son parcours déjà remarquable. Quittant la finance et l'industrie touristique pour ne se consacrer qu'à sa peinture figurative on ne peut plus post-moderne, on l'a vu débuter à l'amorce des années 2010 à la galerie Mohamed Drissi, à la galerie Volubilis et au Border Art Factory avant de prendre son envol et se faire remarquer grâce à des expositions organisées par le Comptoir des Mines, le musée Mohamed VI, la Fondation Montresson, la galerie Chartres ou la Christophe Persson Gallery, plus récemment, entre autres institutions qui ont défendu son travail. Il a aussi été invité à participer à 2 résidences à la Fondation Montresson et à la Fondation Joseph et Annie Albers. Entretien avec un grand technicien, amateur de la grande peinture renaissante et romantique et interrogateur passionné des décadences de notre époque. Mohamed Saïd Chaher, comment s'est passée la rencontre avec Afikaris, la nouvelle galerie avec laquelle tu travailles ? Tu sais, avec Afikaris, Florian et moi, on se connaissait depuis un moment déjà. On s'échangeait et puis de fil à aiguille, on a parvenu par avoir un contrat de représentation sur le territoire européen. Voilà. Donc c'est un contact qui a duré des années et là on vient de signer il y a un an sur déjà le projet d'exposition et pour une représentation en exclusivité sur le territoire européen. Donc c'est une histoire d'amitié. Exactement, c'est une histoire d'amitié, c'est un rapport galeriste-artiste où vraiment le rapport personnel a été hiérarchisé. Donc moi je crois absolument et voilà, on a fini par collaborer ensemble. Mais il doit avoir sacrément un œil sur Tanger, parce qu'Omar Mahfoudi, toi, il installe une équipe tangéroise. Il faut à un moment donné représenter Tanger et la rendre une ville... Bon, elle est internationale, c'est une ville qui a toujours produit et envoyé des artistes un peu partout dans le monde. Mais effectivement, tu as raison, parce qu'aujourd'hui, c'est le retour de la vibe des artistes tangérois qui rayonnent à Paris. Et ça se passe à Afikaris, par hasard. Afikaris et Polaris. Bon, on en reparlera après. Comment s'est passée ta première exposition ? Alors, l'expo, c'était en mars, samedi 7 mars. Ça s'est passé comment, cette expo ? C'était le solo show, c'était le vernissage le 7 mars. Et 2 jours avant, on a organisé une petite preview, un peu une rencontre entre les collectionneurs, les amis de la galerie pour discuter autour des œuvres et ça s'est très très bien passé. C'était un grand carton. Tu as tout vendu ? Pas tout, mais disons qu'on a vendu la part majoritaire de l'exposition dans tous les grands formats. Voilà, c'est pas rien pour un début et... C'est plutôt magnifique. Et la presse ? Ouais, ça m'a pas mal tourné, donc il y a eu des journaux qui se sont mobilisés sur le plan médiatique. Il y a eu une très très belle couverture à Diptyque où j'ai eu la chance d'avoir été présenté sur un portrait de 4 ou 5 pages, vraiment sympa, et puis une interview au Maroc à Média TV, et puis une deuxième interview à TV5 Monde. Donc franchement, le taf a été fait, c'est-à-dire médiatiquement parlant, on s'est bien débrouillé, quoi. T'as pas fait tapisserie. Quel effet cela fait-il d'être défendu par une galerie qui a cette ampleur internationale ? Tu sais, quand on est jeune et surtout qu'on a envie de se mettre au travail d'artiste en tant qu'autodidacte en plus, t'es toujours content, tu sais, de pouvoir vendre à gauche et à droite ton atelier, d'être contacté par des galeristes, que ce soit au Maroc ou en Europe, pour des expositions collectives. Mais arrivé à un certain âge, t'as juste envie effectivement de structurer ton travail et de le rendre un peu plus professionnel dans la nécessité d'avoir une galerie sérieuse qui fait le boulot. Et là, franchement, je pense qu'en travaillant avec Afikaris, mon travail s'est encore professionnalisé davantage. Il a pris une dimension beaucoup plus structurée. Ceci dit, j'ai fait plein de choses en dehors de la galerie avant, des projets d'exposition à gauche et à droite, des projets de résidence dans Montresson et la résidence Joseph Annie Albers qui était juste magnifique. Mais je pense que je suis arrivé à un moment où il me fallait effectivement une galerie en Europe qui défend mon travail et qui me place dans des belles foires.
Mais t'imagines que c'est un luxe immense de pouvoir dire ça de la part d'un peintre. Il me fallait une galerie internationale et qu'elle soit là. Non, mais franchement, c'était ce que je recherchais finalement, parce que on est structuré, on est mieux montré, et en fait, c'est un métier à part entière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste ne peut pas tout faire, et le travail, et la promotion, dont l'administratif. Donc je pense que le métier de galeriste, c'est quand même un métier assez transversal, dans le sens où il s'occupe de plein de tâches qui sont complètement différentes l'une de l'autre, et qui rend un peu le travail beaucoup plus accessible à l'artiste, dans le sens où il s'occupe de plus en plus de son travail, de sa peinture, de son atelier, et qui laisse le reste au galeriste qui fait le boulot, et qui le place, qui défend son travail, qui le place dans les foires. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Donc je pense que avoir un galeriste aujourd'hui, c'est indéniable pour vraiment essayer de professionnaliser son travail. Pour pouvoir penser qu'à ton travail de peintre, justement. Mohamed Saïd Chaher, tu as été remarquablement bien défendu au Maroc aussi. Qui est-ce qui t'avait défendu au Maroc? Quel a été ton parcours marocain? Alors, je tiens à signaler que je suis autodidacte. J'ai jamais fait l'école des beaux-arts, ni de Tétouan, ni de Casa. Donc, je viens d'un milieu qui est complètement différent. J'ai fait des études académiques classiques, et puis après, j'ai été approché par une banque. J'ai travaillé à la banque, et plus tard en hôtellerie. Donc, compte tenu de mon métier ou la spécialisation que j'avais, j'étais complètement dans l'autre bout du monde. Alors, je te cache pas que j'ai quand même exposé à gauche à droite. J'ai fait une exposition à la galerie Drissi de Tanger, une deuxième à Volubilis. J'étais quand même actif, mais là où ça fait vraiment réellement le début de ma carrière, c'était quand j'étais présenté au comptoir des mines par Hicham Daoudi. C'était dans une exposition collective, je crois. C'était dans l'exposition collective inaugurale du comptoir des mines en 2016, où mon nom a été placé à côté de plusieurs grands artistes qui aujourd'hui sont des artistes de renommée internationale, et c'est là où on a commencé à entendre parler de mon travail, de mon nom d'artiste, et ça a bien tourné. Et de fil à aiguille, je suis passé à la galerie Chartres chez Hassan Sfrioui, et puis après à Fondation Montresson, et j'ai été exposé à la galerie 38 dans des group shows. C'est ce qui a fait un peu le départ de ma carrière en Maroc. Quand on a le comptoir des mines, Chartres, 38 et Montresson, on a ce qu'il y a de plus lourd au Maroc. Il te met encore Artorium et t'auras fait la totale. Exactement, j'aurais fait un peu le tour des galeries, mais c'était quand même nécessaire de passer par ce circuit-là. J'ai commencé par les meilleures références du Maroc que je tiens à saluer. Donc c'est déjà un parrainage formidable. C'est pas trop difficile d'être autodidacte dans un monde qui se professionnalise de plus en plus. C'est contraignant. Voilà, c'est beaucoup de challenge. Il faut savoir comment déjà poser les mots sur son travail. Il faut savoir comment parler, discuter, défendre son travail en tant qu'artiste avec des curateurs, des journalistes, dans des entretiens. Ce que normalement les écoles des beaux-arts offrent aux artistes, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir une aisance à parler de son travail et à le présenter de façon la plus épurée, la plus simple. Par contre, quand on est autodidacte, on n'est pas forcément introduit au circuit, donc on ne sait pas trop ni comment parler du travail, ni comment le structurer. C'est un travail qui doit se faire. De toute façon, il est indéniable. C'est un passage que tout artiste doit traverser pour y arriver. Donc moi, j'étais quand même amené à parler de mon travail, à savoir comment parler de mon travail, à savoir comment structurer les lignes directives de ma peinture pour rendre mon travail accessible au public, aux journalistes, aux critiques d'art, ce qui n'était pas facile. Mais c'est un exercice qui s'est élaboré par l'intermédiaire de plusieurs discussions, par plusieurs échanges avec des artistes, avec les galeristes, avec les amis aussi artistes qui ont fait les beaux-arts et que j'ai côtoyé. Donc ça m'a permis d'avoir cette possibilité de discuter, parler visiblement de mon travail. C'est l'occasion de lui rendre un petit hommage et de faire un clin d'œil. L'ami Ilyas Alami Afellal, qui avait cette volonté de créer des workshops pour aider les jeunes artistes à mieux se structurer, à mieux se vendre, à mieux parler de leur travail. Donc c'était vraiment une nécessité, comme tu as l'air de vouloir le souligner. C'était un grand monsieur dans son domaine. C'était quand même un amateur d'art et un humain, donc on lui doit quand même beaucoup de choses. De par sa gentillesse, de par sa générosité aussi à parrainer les jeunes artistes, sans forcément de contrepartie.
Et toi, à quel moment tu es dans la banque, tu es dans le tourisme, et à quel moment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête où ça bascule dans la peinture? En fait, j'ai toujours peint depuis mon très jeune âge, j'ai toujours dessiné. C'est un peu l'histoire classique de tout artiste qui va dire j'ai dessiné depuis mon très jeune âge, quand j'étais gamin. Non, mais il faut dire aussi que l'hôtellerie, c'était pour moi quand même la transition entre le métier de banquier et la carrière de peintre, parce que l'hôtellerie, ça m'a quand même permis d'avoir un boulot alimentaire et en même temps une flexibilité, où j'étais capable de voyager, faire des petites expos à gauche et à droite, et ce que la banque n'offrait pas forcément à l'époque. Je suis aussi redevable de ma carrière de banquier, parce que c'est quand même une école qui m'a appris plein de choses, beaucoup de relationnel. Ça m'a donné aussi une idée sur ce que c'est que le monde d'aujourd'hui, le monde capitaliste, dont je me sers dans mon travail. Tu as ce réalisme-là de il faut se vendre? C'est une obligation, que l'on soit dans l'art ou ailleurs. Aujourd'hui, il y a le marketing qui prend dessus, donc si on n'a pas forcément cette capacité à se vendre, je peux t'assurer que la tâche devient de plus en plus compliquée. Savoir se vendre, savoir se mettre en avant, sans pourtant que ça sorte au détriment de ses qualités et de ses valeurs, c'est très important. Tu es banquier, tu as peu de temps, tu passes dans le tourisme, ça te laisse une flexibilité. Mais quel est ce moment où tu dis je veux devenir peintre, je ne veux faire plus que ça, je suis capable de montrer ce que je fais? C'était pendant la banque, c'était pendant où j'étais banquier, l'envie qui a germé, tu sais, l'envie de devenir peintre, quand je me mettais toujours en face des problématiques quotidiennes de vie, je m'étais dit mais peut-être que je suis fait pour autre chose, pas forcément pour être banquier. Et en voyant plein de cas de personnes qui ont fait carrière à la banque à l'époque et qui n'étaient pas forcément heureuses, donc je me dis mais j'ai quand même quelque chose d'autant intéressant, d'autant important, autant de s'en servir pour faire sa vie quoi. Donc et puis il faut y croire. Donc c'était quand même l'envie qui m'a traîné, qui m'a un peu attiré à faire ça, à faire ce genre de décision qui n'était pas évident pour tout le monde, ni pour mon père à l'époque. Et après il a fini par y croire, je suis vraiment fier. Mais c'était vraiment au moment où j'étais banquier et je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais finir ma vie en tant que banquier. En même temps, du moment où j'avais quelque chose en parallèle, tu sais, à ma disposition qui était la peinture. Est-ce que ça faisait pas un peu crise d'adolescence ou crise existentielle pour ton entourage justement? Bah, ça a fait un peu so good to be true, tu vois, genre ça fait un peu genre le mec qui va frôler bientôt ses 25 ans, 26 ans et qui a envie en claquant les doigts de devenir artiste du jour au lendemain et qu'à l'époque, tu sais, ce qui était pas le plus évident possible, c'est de te retrouver un métier de banque, tu sais, encore une fois. Donc déjà, quand on est banquier, il faut se sentir heureux, il faut avoir de la chance. Donc mettre tout ça de côté et continuer à tracer dans l'art, c'était quand même une décision qui a choqué tout le monde, mais après qui s'est reconvertie en bon élan, c'est-à-dire en bonne chose. C'est les acquis, c'est les réalisations, c'est les projets qui sont concrétisés. Donc à ce moment-là, au fur et à mesure, on commence à y croire. Donc, voilà. Après, il fallait payer une taxe, c'est-à-dire c'est vraiment pas si facile que ça. Il y a quand même une galère. Une galère aussi bien envers soi-même, parce que je dis mais putain, là j'ai 25 ans, 26 ans, j'ai un métier de banquier, je suis bien payé. Du jour au lendemain, je vais tout mettre de côté pour me remettre à l'art. Alors est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Parce que c'était quand même, il fallait savoir que c'est quand même irrévocable comme décision. C'est-à-dire dès que tu as posé ta démission, il fallait savoir que c'est une décision qui partait dans un seul sens et qu'il faut l'assumer. Donc c'est dans ce sens-là où c'était un peu compliqué. Je me souviens à l'époque où mon père me dit mais franchement moi j'apprends que t'as démissionné pour l'art, alors, je suis content pour toi. Après t'es majeur et vacciné. Si ça tourne mal ou ça marche pas pour toi, ne reviens pas vers moi. En fait, et ça pour moi c'était à double tranchant. C'était un conseil ou un constat à double face en même temps, et c'était horrible, tu sais, de l'entendre et de savoir, c'était quand même assez accablant à l'époque. En même temps, indirectement, ça m'a quand même mis beaucoup de coups de pouce, c'est-à-dire ça m'a poussé jusqu'au bout en me disant mais de toute façon, j'ai pas de plan B, donc il faut tout mettre quoi. Et alors, quelles sont les personnes qui t'ont permis ce changement, qui t'ont aidé dans ta carrière? Bah déjà avec le conseil de mon père qui m'a vraiment aidé. C'était quand même c'est un peu comme le petit bébé qu'on jette comme ça dans la piscine. Donc il m'a dit bah de toute façon voilà, donc il faut y aller quoi. Pour moi, c'était vraiment le plus fort, c'était quand même assez intense. Après il y a aussi ma mère qui était juste derrière, tout le temps derrière moi et me suivait, et m'encourageait. J'allais la voir à chaque fois que je peignais un truc, tu vois. Le premier point de vue, c'était toujours ma mère à qui je dois beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'amour aussi. Donc c'était une maman protectrice qui m'a supporté et m'a épaulé intellectuellement, personnellement. Donc je l'embrasse d'ici. Elle a cru en toi.
Et alors, dans les milieux de la profession, à part Sifrioui, Daoudi, Conil, quand même, t'as commencé chez Conil d'une certaine façon. C'était pas Conil à l'époque, c'était Carla. Donc Mohamed Raïs Al-Feni et Carla. Et Carla. À l'époque, c'était attaché à Carla encore. C'était en 2013. Je pense que Conil a repris l'espace beaucoup plus tard. Mais c'était chez Carla où j'ai fait mon deuxième solo show. C'est donc Mohamed Raïs Al-Feni qui t'a vu, qui t'a trouvé. C'est plutôt Carla parce que on m'a proposé chez elle. Alors, je me souviens plus qui c'était à l'origine de mon contact avec Carla, mais on lui a montré mon travail. Elle a dû voir mon travail à la galerie de Drissi, où j'ai fait une exposition en 2013. Donc c'est là où il m'a recontacté pour une deuxième exposition. Voilà, et puis il y avait le border. Ouais, c'était le border, c'était quand même. Hamza Messari. C'est une très très belle époque où j'ai rencontré Hamza Messari, c'était border, c'était 2015, 2016. C'est là en fait où tu as explosé. C'est là où j'ai tout essayé en fait. C'est là où je suis passé du figuratif à l'abstrait. J'ai touché à tous les médiums, l'acrylique, peinture à l'huile, même la nature morte parce que j'ai quand même un tableau qui est pour moi très symbolique que j'ai reproduit à border. C'était une nature morte dont des objets ont été groupés, sélectionnés dans l'atelier. Ils avaient une petite ruine à border où j'ai chopé des pâtes à roulettes, un casque, une canette de bière et j'en ai fait une nature morte. C'était pour moi assez remarquable et dans lequel j'ai fait plein de rencontres avec plein de personnes intéressantes. Et ouais, c'était quand même une période assez... Et je tiens à remercier, à saluer mon ami Hamza aussi Messari pour sa rencontre, pour tout ce qu'il a pu apporter à l'espace, même s'il a été cédé à d'autres personnes, mais ça aurait été une très belle aventure. C'était Abdelaziz Drissi, le délégué de la culture, le border, Carla Raïs. C'est une autre époque, en fait. C'est l'époque tangéroise où j'ai fait plein de rencontres à Tanger qui ont mené à d'autres rencontres en Europe et dans d'autres pays. Donc Tanger, c'était quand même le premier lancement qui a précédé mon début d'exposition à Marrakech à Comptoir des Mines en 2016. C'est là où je suis passé dans une autre sphère d'événements et d'expositions. Et alors, quand tu étais dans la banque, quand tu étais dans le tourisme, qu'est-ce que tu peignais? Quel était ce désir de peindre? Tu voulais peindre, pourquoi? Pour l'acte de peindre ou pour le fait de peindre des choses? C'était pour l'acte de peindre et pour peindre des choses. Les deux, en même temps. Parce que je trouve que l'acte de peindre a toujours été une envie en moi, viscérale. De peindre, de toucher à la matière, de m'exprimer dans la toile. Et en même temps, l'envie de peindre tout ce qui bougeait autour de moi. Donc c'était pas forcément une approche ni académique ni conceptuelle. Donc c'était justement l'envie de reproduire des natures mortes, des tableaux figuratifs du genre orientaliste, refaire des peintures orientalistes, parce que j'avais quand même beaucoup d'attachement à la peinture orientaliste à l'époque, et tous les peintres d'ailleurs classiques français et des peintres de la Renaissance. Donc j'étais quand même dans l'obligation et l'envie aussi d'expérimenter ce type de peinture-là. Donc c'est au moment où je bossais à la banque et en hôtellerie, puis après avec plein de discussions avec des amis artistes, dont mon ami Hicham Gardaf, qui est un grand photographe et qui m'a vraiment aidé à structurer mes pensées et qui m'a donné envie qui m'a pas donné envie, mais qui m'a inspiré à comment réfléchir autour de mon travail, comment poser mes mots sur mon travail, choisir des thématiques qui sont plus ou moins modernes et qui posent des problématiques d'actualité. C'était quand même une rencontre qui a assez influencé mon parcours et ma peinture. Alors, Hicham Gardaf, alors c'est quand même deux univers très éloignés. Très éloignés, en même temps complémentaires, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la photographie, il a rompu avec la peinture au début du XXe siècle. C'était un peu la rupture avec la peinture, et tous les peintres à l'époque, ils étaient contrariés. Mais là, il y a quand même ce retour où la photographie aujourd'hui rend service à la peinture, parce que là, je m'en sers moi-même pour mes tableaux, poser mes scènes. J'utilise la photographie comme médium principal. Et puis, on était tellement divergents, tellement loin en termes de technique, que ça nous a grave donné envie de discuter, d'échanger entre photographie et peinture. Et puis, je tiens à signaler qu'on a grandi dans le même quartier. Marchand, exactement. On a fait le même lycée. C'est quand même une histoire assez particulière. Et je tiens à saluer mon ami Hicham Gardaf. Ne prends pas la tête. Je me cache d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans l'arène. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fais ma paire de vues. Mais est-ce que je finirai par en perdre la vue? Oui, je me dis que c'est pour l'instant.
chromie. Je voudrais chanter toute ma vie. Oh, hey. Demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain c'est sûr j'arrête ce calife. C'est qu'une balle dans la tête, balle dans la tête, balle dans la tête, balle dans la tête, ma gueule ça joue, Quand est-ce que sont apparus ces personnages un peu ronds, un peu posés là, un peu décadents, qui font ta signature en fait? Alors de moins en moins aujourd'hui, parce que je suis de moins en moins dans les corps obèses, Mais t'es quand même dans la décadence, hein, on va revenir là-dessus. décadence sociale, mais de moins en moins dans l'esthétique un peu obèse des corps, parce que je suis passé par une période où j'étais impressionné par le travail de Lucien Freud, qui est quand même un des peintres qui m'ont vraiment influencé dans mon métier d'artiste. Que l'on veuille ou pas, quand on tombe amoureux d'un travail d'un artiste en tant que peintre, instinctivement, on le reproduit, c'est-à-dire on le remanie à sa façon. Donc j'ai fini par projeter ces personnages dans les mêmes dimensions, les mêmes volumes dans mon travail, et que je trouvais assez spectaculaire. C'est quand même des corps qui sont spectaculaires, qui sont imposants. Ce que t'as compris, c'est que, enfin, t'as été super rapide quand même. T'as compris que le travail de Freud t'intéressait, que les corps de Freud, qui sont en général des corps vieillis, des corps déchus, des corps abîmés, Un peu crade. t'as compris que ça te plaisait, mais t'en as fait quelque chose de totalement différent. Tout de suite, t'es allé ailleurs, t'as pas fait du faux Freud. Non, c'est pas du copiage, ou enfin je le copiais pas, c'est pas du plagiat. Je m'en servais plutôt pour développer mon univers visuel et pictural. C'était vraiment la chair, le traitement de la chair qui m'intéressait à l'époque, et qu'aujourd'hui je continue à représenter dans mon travail de façon un peu plus subtile, mais beaucoup plus structurée, beaucoup plus orientée sur mes propres propos, sur mes propres problématiques. Mais il faut avoir quand même sacrément de maturité pour ne pas passer par le plagiat pour arriver à soi-même, pour très vite développer un univers, reprendre les mêmes problématiques, reprendre les mêmes questionnements. Ça, c'est universel de toute façon. Mais tout de suite le traiter à sa façon, c'est quand même costaud. Ouais, c'est costaud. Après, dans l'histoire de l'art, qui n'a pas plagié? C'est ce que je dis, on passe par le plagiat souvent. Qui n'a pas plagié? En fait, qui n'a pas fait comme l'autre pour arriver? Il faut savoir que de l'histoire de l'art, tous les artistes, ils se sont influencés l'un de l'autre. Alors, peu que ça soit correct dans 100%, mais je pense que c'est Velázquez qui s'est rendu chez l'atelier de Rubens pour se nourrir, pour structurer son travail, et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de mal qu'un artiste apprenne d'un tel ou tel artiste, déjà par curiosité, par amour, mais finalement il faut qu'il finisse par apporter sa propre signature et sa singularité. C'est ce qui est le plus important, c'est la singularité de l'artiste et son honnêteté. Se trouver soi-même dans son propre travail et essayer de le défendre à sa façon et à sa manière, parce que on parlait tout à l'heure de l'architecture, donc je pense que tout le monde il s'inspire l'un de l'autre, et aujourd'hui ce qu'on voit à Tanger, c'est une ville de 2 millions d'habitants qui a une histoire, qui a une particularité. Il y a plein de bâtiments du style architecture coloniale qui étaient des bâtiments coloniaux à l'époque, mais qu'aujourd'hui la conscience collective l'a absorbé pour la rendre une architecture commune qui fait partie de l'identité de Tanger. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais vraiment pas très content de tout le travail d'aménagement qu'on a fait dans l'ancienne Médina, avec toutes les façades un peu standardisées à l'ancienne, mais en même temps ça faisait plutôt oriental, pas méditerranéen, pas tangérois. Ça m'aurait fait plaisir vraiment de le garder, de la maintenir à son aspect, mais d'une façon un peu plus personnalisée. Lucien Freud, d'accord, mais alors pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années, tes personnages étaient le visage couvert de carton. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au Border. C'était au moment où je travaillais au Border, sur ma fameuse nature morte d'objets posés. Et donc je sors pour un petit break. Et soudain, je tombe sur une bande de gamins qui jouent avec des cartons, cachant leur visage. Pour moi, cette scène était assez posante et assez forte que ça m'a donné envie de la prendre en photo et de la convertir en peinture. Donc j'en ai fait la première toile, la deuxième, la troisième, et ça s'est transformé en signature. À chaque fois que j'ai peigné une scène, c'est toujours des personnages qui cachaient leur visage, et à ce moment-là, j'avais encore du mal à comprendre pourquoi je répétais cet acte. C'est-à-dire, je dissimulais les visages avec ces cartons-là. Pourquoi le carton, il existe dans mon travail? Disons que j'étais incapable d'apporter des réponses concrètes à ça.
Je me disais, mais peut-être que il s'agit de la manipulation des images, peut-être que je parlais d'anonymat, peut-être que je parlais de la consommation, où les gens ils se mettent dans des boîtes, et puis nous on vit dans des boîtes, on travaille dans des boîtes, et on va finir dans des boîtes, dans des cercueils. En fait, je pensais que c'était ça, l'idée. Donc c'est pour ça que c'est un élément et un objet qui a suivi tout mon travail pendant toutes ces années-là. En fait, j'ai l'impression que je suis parti sur une mauvaise piste parce que c'est ce que je croyais à l'avance, enfin à l'époque. Mais soudainement, j'ai fini par comprendre pourquoi je cachais réellement les visages. En fait, c'était le moment où je traversais un désert artistique et personnel et spirituel. À partir de 2022-2023, j'avais plus envie de peindre. J'ai un peu levé le pied sur les expositions, on le sait bien. J'ai un peu disparu du paysage artistique. Donc je m'enferme dans mon atelier, j'avais juste plus envie de travailler. Donc c'était le moment où je remettais en question ma peinture et mon travail. Et c'est là, d'ailleurs, c'est pendant cette crise-là, existentielle, on va dire, que j'avais envie, enfin, que j'ai découvert pourquoi je cachais les visages. En bouquinant un livre, sur le Caravage, je me souviens plus, et en même temps, je suis tombé sur une exposition qui s'est déroulée au musée du Louvre, qui s'intitulait Les Objets. Donc, c'était une exposition autour de la nature morte et comment la nature morte remplaçait à l'époque la fonction des portraits. J'ai compris par tout cela, avec bien sûr la volonté de Dieu et la volonté de la synthèse que j'ai mis en tête. En fait, j'ai compris pourquoi je cachais les visages. Finalement, je me suis rendu compte que je cachais les visages pour tout simplement montrer mieux les corps. Voilà. Et en même temps, ça a créé une barrière, une énorme barrière. Ça a créé une barrière. Après, je dis pas que c'était pas bien. C'était quand même pour moi un passage nécessaire. C'était une période qui aujourd'hui qui a sa place dans mon travail. Où tu as apporté ta signature justement, où tu t'es fait remarquer. Je me suis fait remarquer. En même temps, je me disais, mais c'est quand même dommage de me faire remarquer uniquement par la boîte. Ça aurait été bien si je me faisais remarquer et par la boîte, et par la peinture, et par mon travail, et par mon discours d'artiste. Donc j'ai compris, pour cacher le visage et pour mieux montrer le corps, autant de ne pas montrer la boîte et continuer à cacher les visages. Si c'était que ça, essayons d'autres choses. Donc j'ai décidé d'enlever la boîte et essayer une nouvelle mise en scène avec des visages cachés dans des postures, dans des gestuels, derrière des objets. Et c'est là où j'ai eu l'idée de commencer à devoir travailler en équipe, c'est-à-dire en équipe avec un photographe, avec un metteur en scène, avec des modèles vivants, dans des intérieurs intéressants, avec une architecture. Ça, quand même, ça rapporte une charge narrative assez importante. C'est pas toi qui fais tout ça. Ah non, il faut être humble. C'est de l'atelier, là. C'est de l'atelier. Non, mais il faut être réaliste et de se dire, mais finalement, aujourd'hui, un peintre, après je parle de moi, je vais jamais pouvoir être ni photographe, ni metteur en scène, ni modèle d'ailleurs, parce que c'est le plus important et le plus dur, c'est de jouer une scène. Et c'est de réfléchir à monter une scène de bagarre. Il n'y a pas de plus compliqué à faire que ça. C'est-à-dire, tu peux beau te mettre devant des modèles en tête à tête, vas-y, courage pour réfléchir à une scène de bagarre. Avec des modèles, chacun qui a son caractère. C'est très difficile. Donc le devoir de bosser avec un mec qui sait faire les choses, avec un metteur en scène. Alors dorénavant, tu fais un casting, tu prends des modèles, tu prends un metteur en scène, tu prends un photographe. Je choisis des intérieurs, après tout ça, je fais un travail de repérage du lieu, c'est-à-dire des lieux emblématiques de Tanger, ou voilà, donc des lieux qui reprennent en fait cette architecture tangéroise. Et à partir de tous ces éléments-là, on commence à réfléchir à des mises en scène dans des intérieurs, autour du bar, c'est un peu l'exposition qu'on a montré à Ficaris. Donc c'est un fruit d'une mise en scène que j'ai organisée avec le groupe Momkin. Donc c'est bien entendu le collectif Momkin qui fait du théâtre, qui fait des interventions dans des endroits ruraux qui sont magnifiques. Donc on a fait ces mises en scène là, et à l'aide du photographe, on a pris plein de photos à Dabatek. Donc ça se passait à Dabatek, en bas de Technopark. Des mises en scène dans des poses différentes. Et je finis par avoir une banque de photos à ma disposition. Et quand je rentre à l'atelier, je choisis les photos, je les passe en revue et je tombe sur les photos finales qui vont être converties en peinture. C'est un travail cinématographique où aujourd'hui l'artiste peintre il utilise la mise en scène, il utilise le théâtre, il utilise la photo, il utilise même le cinéma, parce que c'est tout le processus qu'un producteur de cinéma ou qu'un metteur en scène traverse pour réaliser un film ou une série. Where are the United Nations? Hello?
J'avais pensé à plein de références sur ton travail, surtout un travail africain d'ailleurs, Kerry James Marshall, enfin un travail d'Africain ou afro-américain. Et là du coup je pense à Randa Maroufi, le parc, cette mise en scène complètement arrêtée. D'un seul coup, je suis dans ton travail quand je vois le parc. Il y a une connivence énorme. Dans le sens où on a grandi peut-être dans le même milieu, on a été confronté aux mêmes problématiques, on fait partie de la même génération, on est des jeunes des temps modernes, on a grandi tous les deux dans les années 90, donc obligatoirement on doit se croiser à plusieurs niveaux, tu vois, donc esthétique, intellectuel, moi politique, bon moi j'essaie pas de politiser mon travail, mais... C'est très politique parce que c'est social. Oui, mais moi je le fais d'un point de vue purement artistique et désengagé de tout sujet politique. C'est pas parce que j'y crois pas, mais parce que je crois beaucoup plus à l'art. C'est quoi cette volonté annoncée de ne pas faire de politique? Bon, en politique, moi je suis un très mauvais politique. Je suis pas non plus anthropologue, je suis peintre et je réagis à mon entourage et à mon quotidien. Mais ce dont tu parles, c'est des marginaux, c'est des personnages qui sont mis au bord de la société. C'est quand même très politique comme peinture. Au contraire, en fait, c'est les gens qui constituent notre quotidien. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont pas marginalisés. C'est des vrais héros de notre société aujourd'hui. C'est des menuisiers, c'est des plombiers, c'est le livreur, c'est l'infirmière. En fait, c'est les gens qui font partie de notre quotidien. C'est des individus du peuple. Hein. C'est le vrai visage de notre société quotidienne qu'on voit pas dans les réseaux sociaux, ni dans les magazines de mode, ni dans la télé. Donc le titre de l'exposition, c'est Out of the Shadows, en dehors des ombres. Donc c'est des gens que moi j'ai décidé de sortir des ombres pour les mettre en lumière et les mettre en avant dans mon travail. Et que j'essaie juste de célébrer parce que c'est eux qui finalement constituent notre vraie société, notre réalité sociale. C'est ça, dans ta peinture d'autant plus actuelle, il y a une espèce de ultra-quotidienneté de l'anecdote qu'on trouve dans très peu de peintures encore finalement. Mais c'est ça, c'est l'ultra-quotidienneté qui te plaît. Exactement, il me plaît, il m'anime, il me donne envie de peindre, il me donne envie d'imposer mon point de vue narratif de notre société contemporaine. C'est une société qui a toujours été décrite et dépeinte par les peintres orientalistes d'une manière très folklorique et fantaisiste. La peinture décoloniale, d'une certaine façon. Pas forcément décoloniale pour qu'elle soit décoloniale ou pour faire le revers de la médaille ou non, mais en fait c'était justement pour relire en fait cette société d'une certaine figuration avancée, d'un certain classicisme de peinture par les yeux d'un Marocain, arabe ou africain. C'est toujours une société qui a été dépeinte par les orientalistes et qu'on n'a jamais vu représentée par un peintre marocain dans cette figuration entre guillemets hyper réaliste, descriptive, très technique. Donc on a toujours été impressionné par les grands peintres occidentaux qui ont fait des choses extraordinaires sur des paysages maghrébins, marocains, arabes, enfin je parle forcément des peintres orientalistes, mais je pense que ce serait quand même intéressant de voir un peu l'inverse, c'est-à-dire de faire la même chose dans la même technicité, mais par un artiste qui a un regard d'arabe ou un regard marocain. C'est intéressant, je trouve. C'est ça, tu parles du livreur, de l'infirmière, du petit mec avec sa capuche. C'est là que c'est les marginaux. Mais tu parles d'eux dans une composition qui est une composition soit religieuse de la Renaissance, monumentale, biblique, soit orientaliste. En fait, c'est les deux. C'est aussi bien biblique, caravagesque, théâtral et orientaliste. C'est le mix des deux. Parce que je suis doublement influencé par les peintres de la Renaissance, par les peintres hollandais, par les Rembrandt. Les Hollandais, moins. Alors les Hollandais, parce que il y a quand même une partie de la nature morte qui m'intéresse, par exemple le travail de Van Dyck, qui est hollandais, que moi je retransmets dans mon travail. C'est-à-dire autour des personnages, on voit vraiment des objets posés. En fait, c'est vraiment de l'influence du Van Dyck, parce que Van Dyck, il a attribué beaucoup de force et d'énergie à l'objet. C'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'appréciation et beaucoup d'estime pour la peinture hollandaise. C'est vraiment le côté nature morte. Peut-être je vais refaire la même chose dans des paysages. Alors là, ça va être encore plus hollandais. Et puis il y a aussi la partie orientaliste, des peintres suisses, français, des peintres classiques français aussi. Je cite Adolphe Bouguereau qui a fait un travail énorme sur le corps humain. Alors moi j'essaie de reprendre un peu tous ces codes-là et de les faire correspondre, de les faire communiquer avec nos sujets d'actualité, avec des sujets qui nous concernent à nous, jeunesse marocaine, qui a grandi dans les années 90. Moi, j'essaie d'exporter en tout cas cette nouvelle facette de nos sociétés marocaines qui est loin d'être folklorique. On voit pas de chameau, on voit pas d'intérieur fantaisique, on voit pas d'arc.
On voit pas du serveur noir dans des intérieurs de palais. Avec des odalisques à moitié nus. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'était un peu désorienté, c'était un peu berné. Enfin, on essayait un peu, à l'époque de berner un peu le public parce que moi, ça m'étonne que ce soit un peu la réalité des choses. L'orientalisme, c'est un fantasme. Hein. Je pense que c'était pas forcément la réalité des palais, des intérieurs marocains parce que on parle du harim, donc on parle le harim, vraiment, c'est l'endroit où il y avait que des femmes, donc c'était vraiment pas accessible aux hommes. Alors pour un peintre français ou américain, ça m'étonnerait. Un fantasme. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que il y a une composition des précieux italiens de la Renaissance, le détail de l'objet des flamands et l'énergie des romantiques? Tout à fait. C'est un peu le résumé que j'ai trouvé. C'est le meilleur combo. C'est le meilleur dosage. C'est effectivement la composition des grands maîtres de Renaissance que l'on retrouve dans la grande toile qui s'appelle la dernière soirée, The Last Evening. Dans la toile, c'est vraiment le plus grand format de l'exposition, où ça se passe dans le bar. C'est la grande scène autour du bar. C'est vraiment dans l'espace d'Abaté qu'en fait la scène elle est triangulaire de façon à ce que il y a une nana qui se met sur le comptoir, en fait, qui fait le summum de l'angle, et en fait, ça fait référence à Jéricho, au radeau de Méduse. Cette composition, elle est très importante, elle est très intéressante dans le sens où elle reprend les hiérarchies sociales et l'échelle sociale. Composition, mais chose assez rare, énergie aussi. Il y a une énergie dans ta peinture qui est l'énergie de la peinture romantique. C'est une énergie qui m'a toujours habité d'ailleurs, qui a germé en moi, qui aujourd'hui me donne envie de traiter ces sujets assez durs, assez crades, assez accablants, d'actualité de société d'aujourd'hui, un peu crades, pas amusants, c'est des sujets, voilà, qui ont beaucoup de charge sentimentale. C'est la pauvreté, c'est le challenge qu'a aujourd'hui le jeune Marocain pour faire sa vie dans un monde où l'inflation cesse d'augmenter. C'est beaucoup d'aspects en fait qui rentrent en jeu, donc je pense que la meilleure chose pour traiter ce type de sujet, c'est quand même avoir cette apparence picturale un peu romantique, un peu épuré, un peu pas maniériste, parce que moi j'ai rompu avec le maniérisme, c'est-à-dire le maniérisme que l'on voit dans la fausse vie, c'est-à-dire dans la fausse sphère, que ce soit les réseaux sociaux ou les magazines mode, c'est quand même des corps épurés, c'est des modèles qui sont poussés au paroxysme de la beauté et qui sont pas forcément vrais en fait. Toi, tu te prends la viande dans la figure. Moi, c'est le crade. Moi, c'est-à-dire, j'essaie de conduire le regard du public sur le crade, sur la vérité. C'est ce que d'ailleurs le Caravage a fait. D'ailleurs, hein, c'est le Caravage à son époque. C'était le premier peintre, là, en tout cas l'un des premiers peintres qui ont rompu avec le maniérisme du Raphaël, parce que Raphaël qui glorifiait les dieux, qui glorifiait les histoires bibliques avec les prophètes dont les corps ils étaient vraiment poussés à leur inventé. Et imaginé de façon très parfaite avec des muscles qui ont une symétrie sans pareil. Qui n'était pas vrai. Donc c'était un petit peu l'habitude que les artistes avaient à l'époque pour représenter des histoires, des mythes. Donc le Caravage, il vient pour dire non, c'est la vérité, c'est les menuisiers. Même lui, il a repeint les prophètes et les nobles de façon plus réelle, c'est-à-dire avec un petit bide, avec des petites incohérences. Donc je pense que je fais pareil, c'est-à-dire j'essaie de rompre avec ce monde-là, le monde très fake, le monde qui n'a pas, pour moi, qui n'a pas de propos, qui est subalterne, par ces gens-là qui sont vrais, qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup de beauté aussi, hein, qui ont une belle esthétique et beaucoup de cohérence. Et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de notre quotidien, de notre société. On te dit caravagesque, alors certes, il y a ces personnages que tu vas prendre dans la rue, en fait, comme le faisait Caravage, mais caravagesque, c'est aussi ta lumière, c'est aussi le clair-obscur comme tu le traites. J'ai envie de théâtraliser mes mises en scène parce que moi je crois à la puissance de la lumière parce qu'elle rend les objets beaucoup plus visibles, beaucoup plus signifiants et le clair-obscur il dramatise davantage les scènes et l'acte. Je reviens sur la peinture de l'embrouille en bas de l'immeuble où le mec il prend le poignard pour attaquer l'autre et en fait on voit le reflet du poignard sur le mur qui le rend beaucoup plus dramatique, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus amplifié. Donc je pense que la lumière elle amplifie l'intensité de l'action et rend la scène beaucoup plus dramatique. Elle remet la scène dans un niveau émotionnel qui est plus intense, plus accablant, je trouve. Et puis ça donne envie de peindre aussi, même techniquement, quand on voit... En fait, les peintres, ils ont toujours choisi des photos nuancées pour qu'ils fassent des portraits. S'ils ont des commandes de portraits, ils vont jamais choisir une photo plate de portrait de face. Toujours, ils auront envie d'avoir des portraits qui sont exposés à une ambiance clair-obscur parce que il y a beaucoup de valeur et ça sert vraiment à mieux reproduire les photos, les images.
Je trouve que le clair-obscur, c'est une locomotive. Il accélère le travail et ça donne envie de peindre. C'est comme ça. C'est plaisant. She let it blam, then he pass it to his man. Got a batting glove on, he don't hold it in his hand. Then he throw it out the window and just leave it where it land. Or he throw it in the water, make him dig it out the sand. Hey, scratched out the cereal, we call that shit a Cheerio. And then they taking clothes off and bleaching that material. I'm gone. Hey, they be wishing death on me like 50 said. Many men, many men. Trust me, there's a ton of them. I should probably be in there with thugging them or be in there with gunning them. If they locking niggas up for growing up around some hitters trying to govern them, or building something from the bottom with your brothers down. Hey, J Skull get hot here, over here. Hey, spend some bands, but I never fall in love again. Winning not enough for me. I like to be petty about it, dropping number one, and when it's done, I just forget about it. Ah, you think you know what happened 'cause you read about it. Ah, give me a head and don't get in your head about it. Chris Night Force is the only time I force it. I told her get a bag and some shoes and some more shit. She heard I got a girl and I bought her even more shit. Don't tell me what you heard if you can't tell me who the source is. I had a sixth sense at 21. How the fuck did the six let at 21? Older women always told me I was 101. She was 30 when we sexed, I was 21. I be talking to the DA like that nigga dumb, but you be talking to the DA like yeah he the one. You almost 50 but you rapping like you're 21. Where the fuck they do that at aside from where you from? Dans cette énergie, dans cette violence qui est une violence sociale, moi je retrouve un peintre gazaoui que tu connais peut-être, c'est Chadi El-Zakzouk. Est-ce que tu le connais? Chadi El-Zakzouk, il m'a accueilli chez lui à Paris en 2018 pendant un mois. Donc là, je témoigne de sa générosité et la générosité arabe. Parce que tu te rends compte, t'es à Paris, tu connais pas encore la personne et quand même tu te permets de l'inviter chez toi à la maison pendant un mois, il te fait à manger. Pour moi, cette rencontre continue à m'impressionner parce que c'est des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Sans savoir que vous connaissiez, vous êtes aussi sur la même planète, c'est le même univers. Il a vu mon travail, il a découvert mon travail. Avant que je vienne à Paris, je l'ai contacté par hasard sur les réseaux sociaux, je lui ai écrit. Il était très attentif, très réactif à mes messages quand il a vu mon travail. Il était content de me retrouver à Paris, donc on s'est vu à Paris. Il m'a invité chez lui et on a réalisé même une peinture à 4 mains. Ensemble, j'ai appris plein de choses sur la peinture. Il m'a appris énormément de techniques, énormément de choses. Déjà, rien que comment aborder la peinture à l'huile, comment structurer son travail, comment poser ses peintures. Déjà, rien que pour moi, la partie un peu technique que lui m'a appris, pour moi, c'était quelque chose de très, très, très puissant et je le salue encore une fois. Je tiens à le saluer depuis notre entretien. C'est la rencontre de Gauguin et de Van Gogh, Zakzouk avec Mohamed Saïd Chahir. Et puis encore, c'était vraiment Chadi Zakzouk et moi je me cherchais encore, j'avais du mal à me placer dans des expos et lui il est vraiment, en fait pour moi il est très aidant, c'était un parrain. Sa rencontre pour moi elle m'a vraiment poussé. Quel parrain, c'est l'un des meilleurs peintres de son temps je pense. Il continue à l'être, mais il travaille à son rythme, c'est quelqu'un qui réagit à son tempérament aussi, hein. Il travaille dans ses meilleures conditions et puis il a une cadence de travail assez lente. C'est aussi pour mon cas, moi je suis aussi très lent dans l'exécution de mon travail. Il n'est pas prolifique, je ne suis pas prolifique non plus. C'est pas possible avec l'exigence que vous avez. À moins qu'on recrute des assistants qui soient dans le même degré d'exigence. Alors à l'atelier, il faut attendre un petit peu. Dans les autres références, une qui me semble très importante, et pourtant tu en es très loin, mais peut-être qu'il y a aussi un parrainage idéologique derrière, quelque chose de très tangérois en tout cas, c'est quand même Claudio Bravo. Tu es devenu peintre hyper réaliste dans la ville de Claudio Bravo. Oui, alors lui il est tangérois avant que, parce que je suis né beaucoup plus tard, donc il était à Tanger, avant que je sois né, Tu es arrivé dans les années 60 à Tanger. Dans les années 60, moi je suis né beaucoup plus tard, dans les années 90. Déjà je viens avec une charge, il était déjà là, il a fait son nom, il est décédé je pense au début des années 2000, mais c'est quand même une référence que tous les peintres figuratifs tangérois marocains doivent connaître et savoir, et m'influencer dans le sens où il a quand même avoir cette envie, tu sais, de raconter l'histoire de Tanger, du Maroc, à travers une peinture épurée, classique, figurative. Tu vois, il parlait aussi d'une contemporanité incroyable. Et une relecture biblique, une relecture des grandes toiles et des grands textes. Tout à fait, des grands textes, des grandes toiles. Il va, par exemple, peindre les joueurs du l'IRT
dans des scènes un peu bibliques, ce qui est juste incroyable et très fort. Il fait le contraire de toi, en fait. Toi, tu désorientalises un quotidien pour le ramener à une réalité d'aujourd'hui, et lui prenait un quotidien qu'il mettait dans une dimension biblique et atemporelle et orientalisante à la fin. C'était orientalisant parce que c'était un peu la vogue, en fait, de l'époque. C'était l'exigence de la peinture de l'époque où les peintres, ils étaient toujours amenés à mettre en avant un peu le côté fantaisiste du Maroc, ce qui est pas mal non plus. Moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est un petit peu d'exporter cette contemporanité marocaine dans le même niveau d'exigence avec mes humbles capacités. Alors, je vais pas devenir peut-être comme Claudio Bravo, parce que l'idée par là n'est pas de devenir artiste hyperréaliste. Lui, il était dans l'hyperréalisme. Moi, j'ai pas envie d'être hyperréaliste. Ah, mais tu l'es pourtant. Ah ben j'espère, mais c'est pas dans mon intention. En fait, si tu veux, moi j'ai pas envie de rivaliser la photo. Moi, je transpose la photo sur la toile. Je la copie pas, je la transpose. La photo, c'est un support pour réfléchir et étudier le mouvement, le volume. La photo pour moi, c'est le GPS. C'est une sorte de GPS qui me sert à naviguer sur la toile. Parce que entre la photo et la peinture finale, il y a toute la démarche de reprendre des objets, modifier des corps, introduire en plus cette singularité, ce côté un peu humain, parce que finalement l'hyperréalisme, c'est de rendre les choses plus réelles qu'elles le sont dans la réalité, et de faire comme la photo. Mais là, l'idée vraiment dans mon travail, c'est ne pas faire du tout comme la photo, mais plutôt essayer de la transposer, de la traduire. Donc je traduis la photo, je la copie pas, donc je la traduis, ce qui est pour moi plus intéressant. Il y a aussi mon rapport aussi à l'action, à l'image et au geste, parce que je trouve que c'est quand même le challenge de n'importe quel peintre qui fait de la figuration et qui travaille d'après la photo. Le plus dur et le plus important, c'est de comment restituer l'action sur la toile d'après une photo stable et statique. Donc, à mon sens, tu es plus proche du cinéma ou de l'art vidéo que de la photographie. Voilà, Randa Maroufi, on y revient. Mais Jean-Pierre Favre, tu connais ce peintre néo-orientaliste qui peignait le mouvement et il me disait, je peins des panoramiques de cinéma. C'est exactement ça. C'était son moyen de prédilection. Alors, il fait pas forcément partie de mes références picturales, mais c'est quand même un peintre qui a sa place dans l'histoire de l'art. Donc le cinéma, le mouvement, ce mouvement où tu prends d'un seul coup, tu arrêtes un mouvement, mais tu l'arrêtes pas comme la photo, tu l'arrêtes comme seule la peinture peut le faire. Déjà, je l'arrête à travers la photo, à l'aide de la photo, parce que c'est une mise en scène figée. Je place une mise en scène, et puis il devient figé à travers et grâce à la photo, et je restitue cette action-là sur la toile à travers d'une photo qui est figée. Tu figes en abîme. C'est la résurrection finalement de l'action sur la toile à travers une photo qui est figée. C'est ça, tu redonnes du mouvement à partir d'une photo figée. C'est la peinture qui le fait. Et c'est très dur. Il faut être concentré tout le temps, il faut être dedans, il faut être hyper concentré sur la toile, il faut avoir une gestuelle. Le drapé, il faut savoir comment le peindre, il faut essayer de peindre avec des aplats, avec des couches, il faut rajouter du glacis. Tout ça pour effectivement donner cet aspect un peu instable, enfin pour installer cette ambiance de l'action. Ça, ce qui est le plus dur. Et puis, je parle aussi de mon rapport aussi avec le portrait, d'où les visages d'ailleurs dissimulés, parce que je me suis toujours... Là, c'est un grand moment historique, c'est Mohamed Saïd Chahir qui nous parle du portrait. Avec mes propres moyens, modestes et humbles, je peux pas faire plus que ce que Rembrandt a fait ou ce que Lucian Freud a fait, tu vois. Mais tu as quand même caché des visages pendant des années. Je les ai cachés pendant des années, et là, je pense que finalement, j'ai fini par comprendre pourquoi je les dissimulais. C'était finalement par essayer de comprendre ce que veut dire la notion du portrait. Que veut dire le portrait aujourd'hui dans le monde de l'art contemporain? Est-ce que le portrait veut dire uniquement le visage? Est-ce que ça peut être aussi l'ensemble du corps? Est-ce que le portrait peut avoir aussi des extensions ou une extension intellectuelle sur la nature morte? Est-ce que le verre peut aujourd'hui jouer le rôle du portrait? Ça rejoint aussi à l'exposition du Louvre Les Choses, donc parler des natures mortes. Donc c'était vraiment, je suis rentré dans un questionnement assez fréquent de me dire, mais tout le monde parle de portrait, j'aimerais bien le définir dans la peinture contemporaine. Et je pense qu'aujourd'hui, le portrait n'est plus réduit au visage. Il peut être aussi l'ensemble du corps, il peut être le drapé, il peut être la chair, on parlait de la chair. Ça peut aussi être même la nature morte ou les objets posés dans la peinture qui font partie de la composition, donc parce que c'est quand même des éléments qui vont mettre en contexte l'identité du personnage sans nécessairement tout voir, sans voir son visage.
Le portrait, ça devient le jean avec le premier bouton ouvert et la bouteille de bière tenue à la main. C'est une sorte de portrait et ça permet de révéler une idée sur la réalité du personnage sans forcément voir son visage, parce que on peut même mentir avec son visage, on peut être hypocrite avec son visage, mais on peut pas mentir avec la gestuelle et avec l'expression corporelle. Je pense que c'est plus honnête, plus crédible. Encore une fois, on parle des réseaux sociaux où tous les visages se ressemblent. J'ai l'impression que tout le monde va chez les mêmes chirurgiens esthétiques. C'est des moules, c'est le même moule, donc tous les visages se ressemblent l'un à l'autre. Donc ils ont perdu leur crédibilité. Donc je pense que le portrait aujourd'hui, il a changé de signification, il a changé de fonction, parce qu'il a, à chaque époque dans l'histoire de l'art, il changeait de fonction. Par exemple, le portrait pendant la Renaissance, ou voire même avant la Renaissance, c'était des commandes, c'était pour des raisons administratives ou sociétales. Après, c'était du romantisme parce que le Rembrandt, il est venu plus tard pour mettre beaucoup plus de sentiments, donc c'est du sentimental. Là, vraiment, on est dans un portrait qu'aujourd'hui, il s'étale sur l'ensemble des costumes, ça peut être des objets, ça peut être une bière, une canette à la main. Donc. C'est une peinture finalement post-sémiologique où tu utilises tous les signes pour définir quelqu'un sans qu'il soit défini par son visage. C'est l'exigence des temps modernes. Tout a un signe. Dans les réseaux sociaux, n'importe quel objet il a une signification. Une clope, c'est une signification. On change d'une clope à une bouteille de bière ou un verre de thé, toute la narration change. Ce que tu décris aussi, c'est un monde de chaos. Ouais, c'est un monde décadent, c'est un monde difficile. On vit une période très compliquée où ça se passe mal dans tous les niveaux. Alors, d'un point de vue d'économiste ou d'ex-banquier, je trouve qu'aujourd'hui la classe moyenne elle est de moins en moins définissable ou elle est de moins en moins claire. On n'arrive plus à définir ce que c'est que la classe moyenne dans les temps modernes aujourd'hui. La classe moyenne, ça peut être un menuisier, en même temps ça peut être un médecin. Il y a tellement de riches aujourd'hui qui débarquent que tu te dis mais finalement un médecin ou il gagne pas autant. Enfin, il y a un gap social qui est en train de prendre place et qui est en train de pousser des deux côtés les pauvres et les riches d'une manière sans pareil. Et j'ai l'impression que aussi la classe moyenne aujourd'hui elle est en train de s'éponger, elle est en train de partir, de disparaître. Vu l'inflation, vu la cherté, vu toutes les crises par lesquelles on traverse, c'est-à-dire les riches, bien sûr, ils cessent de s'enrichir, ils cessent pas de s'enrichir, et les pauvres, ils continuent à s'appauvrir de plus en plus. Et en fait, la classe moyenne, elle n'arrive pas à trouver sa place aujourd'hui. Alors, ce chaos, cette anarchie, c'est le nouveau paysage social du monde, quasiment. Moi, je dirais que c'est une période transitoire entre un ancien régime économique et un nouveau qui va arriver bientôt. Qui est quoi, ce nouveau régime? Qui est tout sauf capitaliste. Mais alors, qui est très injuste. On sait pas encore parce que là on est en transition, donc tous les éléments ils sont en train de fluctuer. La réalité des choses elle est vraiment absurde. Donc on vit une absurdité parce que on est en pleine métamorphose. En tout cas, on va finir par avoir un nouveau bloc économique qui arrive et qui va imposer sa doctrine. On sait pas lequel. C'est ni vilain ni bon. Enfin, on sait pas encore. Mais là, on passe par une transition socio-économique sans pareil, sans précédent.
Il y a une dimension très forte dans ton travail, dont on n'a pas encore parlé, c'est le surréalisme. Et ce surréalisme, c'est peut-être justement dû à cette absurdité. Non, mais c'est exactement l'absurdité à laquelle je fais allusion dans mon travail. T'as bien fait d'en avoir parlé, parce que je l'avais en tête et je l'ai perdu tout à l'heure, je voulais en parler. Justement, je parle d'absurdité parce que dans mon travail, il y a une narration, en même temps absurde, parce qu'on sait pas trop ce que font les personnages, est-ce qu'ils jouent pas, parce que d'un premier regard, par exemple la scène de cartes, la scène de jeu, on voit que c'est une scène de jeu où tout est d'ordinaire, il y a rien de palpitant, mais le plus on s'approche à la toile, le plus la logique se fissure, parce que on se rend compte que les personnages, ils jouent à tous les jeux en même temps, ils jouent à Uno, ils jouent à Monopoly, ce qui est juste absurde, c'est-à-dire on peut pas jouer les 2-3 parties en même temps, donc ça fait même dans leur gestuelle, l'une qui cache le visage de l'autre avec une planche de bois. En fait, le plus on s'approche à toi, le plus on se rend compte que finalement il y a plein de choses qui sortent de la logique et ça reflète cette absurdité, parce que la mise en scène est absurde, elle est bizarre. Ça parle de l'absurdité du monde d'aujourd'hui. Donc il y a rien qui rentre dans la logique, il y a rien qui tombe place en fait, qui est clair. Ça me fait penser aussi à la scène du bar. Même la scène du bar, elle est aussi absurde parce que on sait pas s'ils sont ivres. En même temps, il n'y a pas d'alcool dans la scène. On sait pas non plus si c'est en début ou en fin de soirée. Ils ont des gestes un peu bizarres. Ils communiquent en fait entre eux, mais d'une manière un peu beaucoup moins logique que l'on croit, ou que l'on croit avoir compris au départ. Donc ça parle aussi de cette bizarreté en fait, de l'absurdité des temps modernes. C'est sacrément bizarre ton travail, bien sûr. Alors donc, Shadi Al-Zakzouk, peintre punk, et toi, tu es le peintre anarchiste. Ouais, enfin, peintre anarchiste ou peintre égoïste, tout simplement, parce que je réagis à mes propres envies. C'est un peu égoïste parce que c'est intrinsèque. Il y a une partie viscérale, une partie instinctive où je mets vraiment mon délire. Ça peut parler aussi de mon absurdité parce que je me vois aussi absurde de temps à autre, donc il y a quand même ce côté un peu personnel par rapport à ma personnalité qui se reflète dans mon travail. Je remarquais que la peinture africaine avait un dénominateur commun sur le traitement des corps, des espaces, de la figuration, que la peinture africaine contemporaine figurait à l'excès pour se réapproprier cette figure qui lui avait été interdite pendant des années. D'abord parce que c'était pas traditionnellement un art figuratif, et puis qu'ensuite le colonialisme ne l'avait pas permis. Et cette réappropriation de la figuration et des corps devenait un dénominateur commun. J'ai noté quelques noms que j'aime beaucoup, comme Kerry James Marshall, l'américain, Ockham Adonias, Matthew Egavoen, dont j'ai beaucoup parlé par ailleurs, Peter Ruka. Tu fais partie un peu de cette peinture africaine qui surfigure le corps. Est-ce que tu es d'accord pour dire, mais tu l'as déjà dit, en te réappropriant la peinture renaissante et la peinture orientaliste, tu te réappropries un espace contemporain. En fait, je tiens à rajouter sur cette liste d'autres peintres arabes aussi qui aujourd'hui font pas la même chose, mais ils font partie de cette mouvance. Je cite Dewadi Hajab, c'est un peintre algérien qui est aujourd'hui dans une belle galerie à Paris. Et il y a Bilal Hamdad. Il y a en fait un tas de peintres aujourd'hui, même arabes et maghrébins, qui sont dans la même optique et qui font partie de cette nouvelle renaissance. Mohamed Lekleti aussi. Hein. Moi, j'ai un admirateur de ses dessins. Hein. On est en train d'assister à une nouvelle... c'est une autre renaissance. Donc c'est la renaissance dans l'autre sens. Exactement ce que je voulais dire. C'est une école qui est en train de se créer. Exactement. Non, mais carrément, c'est une renaissance qui est née d'un besoin de s'exprimer à travers une peinture figurative, épurée et désengagée de tout mythe. Ou remythifiante elle-même. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'art islamique, c'est quand même un art qui est très très beau. Il a mis en avant la peinture avec une décoration florale, avec une belle calligraphie. Je pense que c'est notre tour de passer à autre chose et de compléter en fait ce chapitre très beau par une figuration assez poussée. Et je pense que la figuration n'a jamais interdit ni dans l'islam ni dans la culture arabe. C'est juste des orientations qui sont arrivées dans l'histoire des peuples et qui ont imposé des idées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je pense que aujourd'hui c'est notre devoir en tant que peintre, disons arabo-musulman ou peintre africain, maghrébin, de repeindre en fait notre société, de repeindre notre réalité
à notre façon bien entendu, dans une démarche qui est très figurative, très classique. Parce que quand même, comme il y a un grand retour à la figuration aujourd'hui dans le monde entier, on tente d'en profiter pour s'exprimer aussi. Se réapproprier la figuration. نستعب بنادم باش نرجو مني خايف جيتي مع واحد الساعة ركع ردك بنادم حسيتي بكار طايم انا الدب اللي خلاك نادم كانت تبني في شكل يمكن عمرك تبسيلي ماشي حيت كلامي ماكل هيجي طاني كاين ميني انا اختارتني سانكا خاسر كان شي نفس لي اديني نعمل جيت شي نايم بيك في شيرك فكيت تريني كنا كتحاربوا باش نعملوا ما بلاصتنا تجيبنا كاونري ما دروا باستابتنا مي قلت سقيك الوسخ كاين خوينا بلاصتنا وسخونا ولا القحاب كنا رجعوا هنايا سباقتنا شحال بيبول كيحوقشني كروس كنسوا لا كان كلامي صدمك شي نهار راغي كان خويا بتشوفني مقنوي شي نهار رافني راي كان روامي من البيترو وانا سمي فودنا كاروي خلصك باش تنيك حدانا ماشي مشكله ديشك شامي مقود اللي جايبو غير في الليل هاك كلامي جا مسخون يقصحك الليله كلشي يعيز منك قضايا زعما باك يشكيلي كاملين غادي نغني وليك شمس العشيه طلعوا ديالك فكرني. Dernière partie de cet entretien, comment te situes-tu par rapport à la peinture marocaine contemporaine, à l'art contemporain marocain? Je me situe en tant que jeune peintre marocain émergent qui arrive dans une grande scène, qui a beaucoup d'histoire, qui a beaucoup de peintres ayant rayonné à l'échelle internationale et je serais vraiment content de pouvoir faire ma place. Oui, mais est-ce que Melhi, est-ce que, je sais pas, Kassimi ou Bellamine t'ont porté, t'ont amené quelque part? Ils m'ont ramené déjà dans l'envie de faire carrière dans l'art parce que quand tu vois leur parcours, ça te donne envie déjà de faire pareil et de travailler de la même façon et de se dire mais finalement il y a rien qui est impossible. C'est des gens qui sont quand même partis de nulle part et qui aujourd'hui rayonnent un peu partout dans le monde, dans les grands musées. C'est une inspiration, c'est une très belle inspiration, c'est quand même des gens qui sont aujourd'hui une référence et ça me donne envie de faire pareil, c'est-à-dire à mon niveau, avec mes moyens. Participer à cette histoire. Qu'est-ce que t'apporte le Maroc, ta culture marocaine? Qu'est-ce que le fait d'être marocain signifie dans ton travail ou pour toi? Déjà, ça me rapporte une singularité incroyable, ça me rapporte une mixité, ça me rapporte une variété picturale, comme c'est un pays qui est mixte, qui est multiculturel. Je m'en sers aussi pour mon travail afin d'exprimer un pays qui est en plein essor économique, en pleine métamorphose culturelle. Qui a une histoire assez chargée de culture, de valeurs et de belles lumières aussi, de la singularité de chaque ville, la lumière de Tanger qui est très différente de celle de Marrakech ou de Casa. Et puis surtout à l'époque d'aujourd'hui où il commence à gagner de plus en plus en espace diplomatique, en espace géostratégique, c'est tout à notre honneur et à mon honneur en tant que Marocain. Être Marocain en tant que peintre, c'est une opportunité dont je suis vraiment fier et fier aussi d'exporter, c'est-à-dire en tant que Marocain dans les pays européens, quand j'étais aux États-Unis, de dire que je suis Marocain et je fais de la figuration classique qui reprend les codes de la peinture classique européenne. Pour moi, je trouve que c'est assez stylé. C'est un pays qui est assez particulier. On est Marocain, on n'est pas loin de l'Espagne, tu sais, on n'est pas loin de l'Europe. On n'est ni africain, ni arabe, ni amazigh en même temps. On est les trois en même temps. Je pense que ça taille en fait la personnalité de l'artiste. Et en fait, être marocain, ça le rend beaucoup plus singulier. C'est transversal. Transversalité, voilà. C'est le mot que je recherchais. Et être tangérois aujourd'hui? Écoute, en fait, c'est vivre dans une ville qui compte aujourd'hui près de 2 millions d'habitants et qui est en train aussi de métamorphoser, de changer, d'être chamboulé à sa façon. Alors c'est pas forcément une bonne chose parce que j'ai quand même assisté à Tanger des années 90 qui était quand même un Tanger très très beau. Tu sais, j'aurais préféré quand même de garder un peu le côté pas forcément Paul Bowles parce qu'il n'y a pas que Paul Bowles qui caractérise Tanger, c'est surtout le côté un peu rêveur de cette ville qui était particulière depuis la nuit des temps et qu'aujourd'hui on est en train de perdre cette singularité là. Moi je suis tangérois de souche. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une ville qui est en train de partir entre l'industrie et le tourisme. On ne sait pas trop si on va dans l'un ou dans l'autre. En tant que Tangérois, je reconnais ma ville de moins en moins. Voilà. Avec cette vague de motos qui débarquent un peu partout, cette prolification de voitures. Enfin, c'est une ville qui est en train de traverser par une période
d'engouement un peu exacerbé. Mais c'est cette pression que tu peins aussi. C'est cette Tanger d'aujourd'hui. C'est finalement ça, hein, c'est les bagarres, c'est l'embrouille en bas de l'immeuble, hein, c'est la grande toile où finalement je représente le livreur qui est en train de se défendre contre un coup de... Tu peins le vrai Tanger, Branès 1, Branès 2, Branès 3, on peint plus la Casbah. On parle plus de la Casbah, on parlait tout à l'heure du fait que je rêvais de revenir vivre à Mershan, tu vois. Et c'est ça, c'est le vrai Tanger en fait, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est les livreurs, c'est les embrouilles, c'est les dealers, c'est Branès, c'est Blimakada, c'est l'Idriss. En fait, c'est toutes ces agglomérations qui aujourd'hui commencent à prendre le dessus dans la ville. Et ce qui est malheureux en même temps, c'est-à-dire c'est le sort de n'importe quelle ville qui est en train de devenir une métropole. Mais c'est Tanger, c'est Mershan, Casbah, mais en même temps, comme tu dis, c'est Brana, c'est Kassabalata, Blimakada, tous les quartiers un peu chauds, où ça se passe vraiment pas très bien. Je pense que c'est quand même important d'immortaliser cette métamorphose. Mais moi, par exemple, je pense que Tanger, c'est des personnages. Et c'est vrai que quand tu me parles de l'importance de Hicham Gardaf dans ta vie, dans la vie de Mohamed Saïd Chahir, Tanger, c'est ça maintenant. Vous habitez dans le quartier où vivait Claudio Bravo, et vos contemporains, c'est Ilyas El-Fati et Omar Mahfoudi. C'est quand même une dynamique, une sacrée dynamique. Zakaria Ramhani aussi. Et Zakaria Rahmani. Que j'ai dû côtoyer dans mon quotidien. Et Ito Berada, et puis ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est une ville qui a toujours produit des artistes, mais elle a jamais servi de carrière aux artistes. Ce qui est incroyable. C'est une ville qui aujourd'hui ne va pas offrir cet écosystème à l'artiste pour y vivre. C'est-à-dire de bons galeristes, de bons collectionneurs, de bonnes institutions. Et ça se passe toujours entre Rabat, Casa, Marrakech. Le business est ailleurs. Dernière question, importante pour ceux qui te connaissent un peu. La musculation. Ouais, ça fait un moment que je suis pas allé à la salle. Comme j'étais un peu, traversé par tous ces événements-là. Ça fait 2 petits mois que je me suis pas entraîné, mais je vais reprendre la musculation bientôt. C'est quand même une forme d'expression pour moi assez importante. Parce que j'ai quand même toujours été intéressé des arts martiaux, de la musculation. Ça m'a toujours accompagné depuis mon très jeune âge. Et je continue toujours à les pratiquer. Est-ce que c'est cet univers-là qui aussi t'influence à peindre ce que tu peins? En fait, cet univers m'a donné envie d'avoir un rapport beaucoup plus fort à l'expression corporelle et au corps. C'est pas parce que je fais de la musculation que je parle des corps, mais je pense que ça a quand même un petit peu influencé mes choix visuels. Mon rapport avec mon corps, il est assez particulier parce que je suis quand même quelqu'un qui passe de 90 kilos à 100 kilos en 2 semaines. De la même façon que je gagne du poids, je le perds très facilement. Je fais des diètes tous les jours. Enfin, j'ai quand même un rapport assez restreint, assez intime avec mon corps, assez particulier, et ça se traduit dans mon travail justement par les personnages, les personnes un peu obèses, par peur d'être obèse peut-être, comme je suis beaucoup plus proche à la diète, au sport, et puis ça se transmet dans mon travail, on le sent bien. Là, je suis encore dans l'humain, mais beaucoup moins dans les obèses, mais quand même avec une présence de corps assez signifiante, assez perceptible. Et je pense qu'il y a une imprégnation. Mais ce corps que tu travailles, ce corps qui t'obsède, parce que tu peux pas être aussi musclé que tu l'es, autant travailler s'il n'y a pas une forme d'obsession. C'est aussi l'obsession, la névrose du corps que tu peins. C'est ça, parce que j'ai toujours décidé, j'ai toujours pensé à pousser mon corps aux extrêmes, à aller jusqu'au bout, faire de la musculation, comme les autres l'appellent, la gonflette. Je me suis toujours exercé pour vraiment arriver à un certain niveau de finesse, un certain niveau de détail, de symétrie corporelle, parce que moi je suis un impressionné du culturisme. Moi j'ai toujours suivi les grands sportifs culturistes, les athlètes des années 80, 90, l'école anglaise, l'école américaine aussi, donc ça se traduit aussi dans mon travail. J'ai jamais été culturiste de vocation, mais j'ai quand même toujours cette envie de faire de la musculation et de débiter en fait toutes ces énergies dans la salle et aussi sur un sac de boxe. Quand tu es né, donc t'as pas connu ça, mais avec Jean-Louis Scherer et Georges Bousquet, qui était le directeur de l'Institut français à l'époque, on allait voir des concours de bodybuilding au Cinéma Paris. Au Cinéma Paris à Tanger ? Grands concours nationaux. C'est dans les années 90. Incroyable. Les années 90, c'est les derniers. Ah, moi j'ai pas assisté, j'étais encore gamin à l'époque, mais ça m'aurait intéressé, tu sais, peut-être si t'as des photos. Ça m'aurait vraiment intéressé, ça donne envie d'en faire des peintures en fait, tu vois. À Café Paris ? Au Cinéma Paris qui est fermé maintenant. Pardon, incroyable. C'est Tanger, c'est les années glorieuses.
Ce dernier épisode de Détroit était donc consacré au peintre tangérois Mohamed Saïd Chahir, qui vient d'intégrer le fonds de la galerie parisienne Afikaris il y a environ un an. L'entretien a été réalisé chez Mohamed Saïd Chahir à Rara, à Tanger donc, en mars 2026. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien établie par Philippe Guiguet-Bologne est constituée de Bahar de Mashrou Laila avec Eric Truffaz, Shoot de Yamé, Gaza Calling de Checkpoint 303, Cheerios de Drake, La Folia d'Antonio Vivaldi par Il Giardino Armonico, Tibni de Muneim Slammer et Angel de Massive Attack, les 7 morceaux ayant été gentiment empruntés à la générosité de leurs ayants droit.